Texte de lecture en français. Version narration continue. Au commencement, il n'y avait pas de liberté. Il y avait des murs. 3 murs, immenses, anciens, présentés comme la dernière frontière entre l'humanité et sa propre disparition. À l'intérieur de ces murs, les humains vivaient en sécurité apparente. À l'extérieur, erraient les géants. Des corps sans raison, des bouches sans parole, des ennemis sans nom. On appelait cela la survie. Un jour, le mur extérieur céda. Un géant plus grand que le mur lui-même apparut, comme si le monde avait décidé de se rappeler à ceux qui l'avaient oublié. La ville tomba, les cris remplacèrent l'ordre, et un enfant vit sa mère mourir, dévorée sous ses yeux. Cet enfant s'appelait Eren. Ce jour-là, il ne choisit pas la vie, il choisit la haine. Il jura d'exterminer tous les géants, sans encore savoir que les géants n'étaient là pas le problème. Les survivants se replièrent derrière un second mur. La faim s'installa, la peur devint administrative, et l'armée recruta ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Il existait 3 armées, celle qui protégeait les murs, celle qui protégeait l'ordre, et celle qui sortait pour mourir à l'extérieur. Eren choisit la dernière. Puis vint la première rupture. Lors d'une bataille, Eren fut englouti par un géant. On le crut mort, mais il revint, sous une autre forme. Eren pouvait devenir géant. À cet instant précis, l'humanité comprit que son ennemi n'était peut-être pas extérieur, et que la frontière entre l'homme et le monstre était plus mince qu'un mur de pierre. D'autres apparurent, des géants capables de penser, de choisir, de trahir. L'un d'eux, au corps féminin, se révéla être une camarade, une soldate, une alliée. L'ennemi était déjà à l'intérieur. Les murs eux-mêmes cessèrent d'être des protections. On découvrit qu'ils contenaient des géants, figés, alignés, prêts à marcher. Les murs n'étaient pas une défense, ils étaient une arme en attente. Puis la vérité tomba, non pas comme une révélation divine, mais comme un document oublié. Au-delà des murs, le monde existait toujours. Des nations, des armées, des peuples. Les habitants des murs n'étaient pas les derniers humains. Ils étaient une minorité isolée, issue d'un peuple nommé les Eldiens. Un peuple utilisé, craint, haï par le reste du monde pour une seule raison. Ils pouvaient devenir des géants. Alors le récit changea. Ce n'était plus une histoire de survie contre des monstres. C'était une histoire de nation, de culpabilité héritée et de violence transmise de génération en génération. Eren traversa la mer. Il vit le monde qui avait peur de lui, et il comprit que, même sans géants, l'humanité se dévorerait elle-même. Alors, il choisit, non pas la paix, non pas la négociation, il choisit la destruction totale. Les murs tombèrent, les géants s'éveillèrent, ils marchèrent, des milliers, des millions. La terre fut écrasée, les villes disparurent, les océans tremblèrent. Ce que l'on appela le grand terrassement n'était pas une guerre, c'était une décision. Eren déclara vouloir sauver son île, mais pour cela, il devait condamner le monde. Ses anciens amis durent faire un choix impossible. Laisser vivre leur ami ou laisser vivre l'humanité. Ils choisirent de l'arrêter. Lorsqu'Eren mourut, les géants commencèrent à disparaître. Mais la haine, elle, resta. L'histoire de cette œuvre ne dit pas que la liberté est atteignable. Elle montre qu'elle est toujours revendiquée au prix de quelqu'un d'autre. Elle ne raconte pas la victoire du bien. Elle expose l'échec répété de toutes les justifications. Et lorsque tout fut terminé, une seule question demeura, sans réponse. Que reste-t-il de l'humanité lorsque la liberté ne sauve plus personne? Pourquoi cette œuvre a traversé les défenses intérieures? Texte de lecture, version ultra longue, environ 45 minutes. Ce texte ne parle pas de l'attaque des titans, comme d'une œuvre de fiction. Il ne s'adresse pas aux amateurs d'animation. Il ne s'adresse pas aux connaisseurs de narration. Il s'adresse à ceux qui ont senti quelque chose se fissurer en eux, sans pouvoir expliquer pourquoi. Il existe des récits qui divertissent, des récits qui enseignent, des récits qui consolent, et puis, il existe ceux qui ne remplissent aucune de ces fonctions. Ils ne réparent rien, ils ne ferment aucune blessure, ils restent. L'attaque des titans est de ceux-là. Au premier regard, tout semble reconnaissable. Un monde assiégé, une humanité acculée, des murs dressés contre une menace extérieure. C'est une structure ancienne, une structure rassurante. Elle nous permet immédiatement de nous situer. Nous savons où est le danger. Nous savons où est l'innocence. Nous savons ce que signifie survivre. Mais cette reconnaissance n'est pas un point d'entrée. C'est un leurre. Car très tôt,
L'œuvre commence à retirer les appuis. Les murs ne sont pas seulement des protections, ils sont des limites mentales. Ils définissent non seulement l'espace, mais ce qui peut être pensé. À l'intérieur, la peur est normalisée, la résignation est administrative, la sécurité devient un discours, et c'est précisément cela que nous reconnaissons. Pourquoi cela touche-t-il autant? Parce que nous vivons dans des structures similaires, des structures où la menace justifie l'exception, où la protection justifie le contrôle, où l'ordre justifie le silence. L'attaque des titans ne parle pas d'un monde impossible, elle parle d'un monde trop familier. Dans beaucoup de récits, la violence est un passage, elle est regrettable, mais nécessaire, temporaire, mais productive. Ici, la violence ne produit rien, elle ne purifie pas, elle ne clarifie pas, elle n'élève pas, elle se transmet. Ce qui frappe profondément, ce n'est pas la mort, c'est l'absence de transformation. Les traumatismes s'accumulent, mais ils ne rendent personne plus sage. Les révélations se succèdent, mais elles ne rendent personne libre. Chaque vérité révélée élargit simplement le champ du conflit. Pourquoi cela blesse-t-il autant? Parce que nous avons été élevés avec une promesse inverse. On nous a appris que comprendre, c'était déjà dépasser, que savoir, c'était déjà sortir, que la vérité libère. L'attaque des titans refuse cette promesse. Elle montre un monde où la vérité n'est pas émancipatrice. Elle montre que comprendre peut rendre la violence plus systématique, plus rationnelle, plus efficace. À mesure que l'histoire progresse, le spectateur perd une chose essentielle, la possibilité d'un bon point de vue. Il n'existe plus de position morale stable. Chaque choix est défendable, chaque choix est condamnable, et surtout, chaque choix reproduit la structure qu'il prétend combattre. C'est ici que l'œuvre cesse d'être une fiction, car ce mécanisme, nous le connaissons. Nous l'avons vu dans l'histoire, dans la politique, dans les idéologies. La violence n'y apparaît jamais comme une fin, elle apparaît toujours comme un moyen provisoire, et pourtant, elle devient permanente. La liberté, dans ce récit, n'est pas une récompense, elle est une tension, une exigence sans contenu. On la revendique sans jamais savoir ce qu'elle permettrait réellement. Elle devient un mot assez puissant pour justifier l'irréversible. Pourquoi ce thème touche-t-il si profondément aujourd'hui? Parce que nous vivons, après l'effondrement des grands récits salvateurs. Nous avons hérité de promesses non tenues, de futurs annulés, de justifications épuisées. L'attaque des titans ne propose pas un nouveau récit, elle montre ce qu'il reste quand il n'y en a plus. Il n'y a pas de héros pur, pas de mal absolu, pas de point final, même la fin n'est pas une résolution, c'est un arrêt, un moment où la destruction cesse, non parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle est devenue insoutenable. Ce qui reste après cette œuvre n'est pas une opinion, c'est une fatigue de devoir toujours choisir entre des violences concurrentes, une fatigue de devoir toujours appeler cela un avenir. Peut-être est-ce pour cela que cette œuvre a traversé autant de frontières, parce qu'elle n'a pas parlé à notre désir d'espoir, elle a parlé à notre lucidité épuisée. Elle ne demande pas « Que ferais-tu à leur place ?» Elle demande « Combien de fois encore es-tu prêt à croire que la prochaine violence sera la dernière ?» Ce texte ne conclut pas. Il s'arrête là où l'œuvre elle-même s'arrête, dans cet espace où la pensée ne peut plus se réfugier ni dans le mythe, ni dans la morale, ni dans le futur. Et peut-être est-ce là la raison la plus profonde pour laquelle l'attaque des titans nous a atteints, parce qu'elle ne nous a pas offert une issue, elle nous a simplement montré le prix exact de toutes celles que nous continuons à inventer.